Coup de tonnerre sur le continent nord-américain. Le Canada coupe l'électricité aux États-Unis. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas une rumeur. C'est un fait historique, une claque énergétique d'une rare intensité, infligée à Washington par son plus fidèle allié. Le genre d'humiliation qu'aucune Maison-Blanche, qu'elle soit rouge, bleue ou même en feu, ne peut avaler sans s'étouffer. Imaginez la scène. Le président américain, la main encore chaude d'avoir signé son énième discours sur l'indépendance énergétique, se tient debout devant les caméras. Sourire patriotique, drapeau flottant, applaudissements programmés. L'Amérique, selon lui, est de retour. Plus autonome, plus verte, plus forte. Et puis, soudain, le téléphone sonne. Au bout du fil, ce n'est pas un chef d'État hostile, ni même un lobby pétrolier. C'est Ottawa. Et ce que dit le Premier ministre canadien, d'une voix douce et courtoise, a l'effet d'une décharge de 10 000 volts. L'accord d'exportation d'hydroélectricité est résilié. Fini. Rayé. Terminé. L'électricité reste au Canada. Pour les États du Nord-Est américain, New York, Vermont, Massachusetts, c'est la panne sèche. Ces mégalopoles dépendaient de cette énergie propre comme un astronaute de son oxygène. Sans elle, les projets de recharge électrique, de transition verte, de stockage durable sont suspendus comme des drones sans signal. L'Amérique se retrouve à la merci de ses prises. Littéralement. La raison officielle, priorité à la consommation nationale. En réalité, c'est une manœuvre géopolitique bien plus large. Le Canada change de cap, réoriente ses alliances et regarde vers l'Europe. Un continent qui investit massivement dans les technologies vertes, les matières premières critiques, les accords industriels. Tandis que Washington compile encore des diapositives PowerPoint sur la souveraineté énergétique, Bruxelles construit des giga-usines. Le contraste est violent. L'un parle, l'autre agit. Et ce n'est pas tout. Ce revirement canadien est un message adressé à tous les alliés traditionnels des États-Unis. L'ordre mondial change. Le temps où l'on courait signer à la Maison-Blanche pour exister diplomatiquement est révolu. Aujourd'hui, on signe à Berlin, à Paris, à Oslo et parfois même à Pékin. Washington n'est plus le centre du jeu. Elle n'est même plus indispensable. Alors que l'Europe aligne ses cartes et branche sa propre prise stratégique, les États-Unis se retrouvent dans le noir. Pas seulement au sens électrique, mais surtout symbolique. Une superpuissance qui perd la confiance de son voisin le plus proche, ce n'est plus une superpuissance. C'est un colosse qui vacille. Et la grande question demeure, que fera Washington? Repartira-t-elle à la conquête de ses alliances perdues? Ou continuera-t-elle à s'enfermer dans une illusion de contrôle, pendant que le monde entier rebranche les câbles ailleurs? Une chose est certaine, dans cette nouvelle ère énergétique, celui qui ne fournit plus la lumière n'éclaire plus rien. Et c'est là que le scénario devient presque burlesque. Car pendant que les États-Unis perdent du terrain sur tous les fronts, énergie, technologie, influence, ils semblent aussi perdre la mémoire. L'Amérique oublie qu'elle est l'architecte de ce monde globalisé qu'elle dénonce aujourd'hui. Ce monde des chaînes d'approvisionnement éclatées, des marchés volatiles, des délocalisations stratégiques, c'est elle qui l'a dessiné. Et maintenant qu'il se retourne contre elle, elle crie au sabotage. Mais le vrai paradoxe, il est ailleurs. C'est celui d'un pays qui, tout en prônant la souveraineté énergétique, dépend encore de composants venus de Chine, d'énergie canadienne, de capitaux européens et d'ouvriers mexicains. Un pays qui finance à coups de milliards des projets verts, mais continue de subventionner massivement le pétrole. Une nation qui parle d'indépendance tout en étant électriquement branchée sur le monde entier. C'est comme revendiquer le jeûne tout en dévorant une pizza à 4 fromages. Et dans ce grand théâtre des contradictions, les spectateurs commencent à quitter la salle. Les investisseurs, fatigués du cirque politique. Les alliés, lassés des revirements. Les industriels, rebutés par l'instabilité. Et même certains électeurs qui regardent vers l'extérieur, curieux de voir ce que l'Europe, cette vieille dame bureaucratique, est soudain capable de réaliser avec efficacité. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de puissance brute, ce n'est plus une affaire de qui crie le plus fort, ni de qui a la plus grande armée. Le vrai pouvoir, aujourd'hui,
c'est la capacité à produire, à stocker, à innover et surtout à durer. Et là-dessus, l'Europe commence à écrire un nouveau chapitre. Alors que les États-Unis multiplient les annonces creuses, l'Europe, elle, multiplie les livraisons. Pendant que Washington fait des promesses, Berlin ouvre des usines. Pendant que le Congrès débat, Paris construit. Et pendant que certains rêvent d'un retour triomphal du charbon ou du gaz de schiste, d'autres posent les fondations de l'après-pétrole. Et ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est une question de vision. L'Europe semble avoir compris que la souveraineté de demain ne se jouera pas dans des discours patriotiques, mais dans des brevets, des bornes de recharge, des mégawatts stockés localement. Elle ne sera pas criée dans des meetings, mais imprimée dans des usines, signée dans des laboratoires et câblée dans chaque ville, chaque voiture, chaque foyer. Le monde change, il bascule. Et ce ne sont plus les plus bruyants qui mènent la danse, mais les plus constants, les plus fiables, les plus organisés. Alors oui, peut-être que les Américains gagneront encore quelques batailles médiatiques, mais sur le terrain de l'énergie, du climat, de l'innovation industrielle, la guerre silencieuse est déjà en train de leur échapper. Et vous savez ce qu'il y a de plus ironique? C'est que cette Amérique, qui a bâti l'ère numérique, pourrait bien devenir l'un de ces laissés-pour-compte, car pendant qu'elle code des applis de distraction, les autres codent des systèmes de production. Pendant qu'elle simule la réalité, les autres la transforment. Alors, restez connectés, car dans l'épisode suivant, on vous révèle comment cette bascule énergétique mondiale pourrait bouleverser non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, l'emploi et votre quotidien. Et croyez-moi, ce qui vient, ce n'est pas une coupure temporaire. C'est une redéfinition totale du réseau mondial. Et pendant que les États-Unis se débattent dans leurs propres contradictions, l'Union européenne avance, méthodique, silencieuse, parfois maladroite, mais surtout résolue. Fini l'époque où Bruxelles attendait les signaux de Washington pour bouger. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui cherchent à comprendre les nouvelles règles du jeu. Et spoiler, ils n'en ont plus le manuel. Ce que révèle ce basculement, c'est la fin d'une ère. L'époque où l'Amérique dictait les normes, les stratégies, les alliances. Elle n'est plus la locomotive, mais un wagon qu'on hésite à raccrocher au train. Car ce train, désormais, trace sa route ailleurs. Et à bord, les places sont chères. Prenons un instant pour mesurer l'ampleur du changement. Jadis, signer un partenariat avec les États-Unis, c'était comme acheter un billet pour le futur. Aujourd'hui, ça ressemble davantage à une loterie politique. Tout dépend de qui sera au pouvoir, de quel tweet viendra tout faire capoter, de quel lobby aura le dernier mot. À l'inverse, l'Europe, cette vieille tortue que l'on disait lente, complexée, réglementaire à l'excès, devient un havre de prévisibilité. Et dans un monde aussi instable, la stabilité est une arme de séduction massive. Alors forcément, les partenaires historiques réévaluent leurs engagements. Le Canada, premier à se détacher, n'est que le début d'un mouvement plus large. D'autres suivront. Car ce n'est plus une question de loyauté, c'est une question de survie économique et stratégique. Et dans ce monde post-Covid, post-pétrole, post-illusion, tout le monde veut être du bon côté de l'histoire. Côté États-Unis, on tente de rassurer. On multiplie les annonces, les discours musclés, les « America is back », mais ce sont des mots, et face à des milliards d'euros, des contrats signés, des usines en construction, les mots ne valent pas lourd. Ce n'est pas l'enthousiasme qui manque, c'est la crédibilité. Et celle-là, on ne la vote pas. On la gagne à coup de résultats concrets. Et c'est là que se dessine la véritable fracture, la confiance. Car les grands industriels, les investisseurs, les partenaires étrangers n'ont plus confiance dans la constance du modèle américain. Trop d'instabilité, trop de revirements. Aujourd'hui, on vous promet des crédits verts. Demain, on les annule. On vous signe des accords, puis on menace de vous taxer. Un pas en avant, 2 tweets en arrière. Face à ça, l'Europe, avec tous ses défauts, propose quelque chose de redoutablement efficace. Un terrain de jeu clair, des règles,
certes complexe, mais stable, et surtout une vision commune. La fameuse autonomie stratégique, moquée hier, devient aujourd'hui le socle d'un nouveau rapport de force mondiale. Et pendant que les caméras américaines filment des discours, les grues européennes montent des toitures. Pendant que l'Amérique débat sur la forme des subventions, l'Europe encaisse les dividendes. Et ce n'est pas qu'une question d'industrie. C'est une révolution culturelle, parce que pour la première fois depuis 1945, l'Europe agit sans demander la permission. Et ça, pour Washington, c'est pire qu'une coupure d'électricité. C'est une coupure de dépendance. Alors, vous qui suivez cette série d'événements, vous l'aurez compris. Ce que vous vivez là, ce n'est pas une crise temporaire. C'est une réorganisation totale du monde. Et dans le prochain chapitre, on parlera de ce que l'Amérique devra faire pour ne pas devenir ce qu'elle a toujours méprisé, un suiveur. Le vrai problème, ce n'est pas que l'Amérique perde du terrain. Le vrai problème, c'est qu'elle refuse de l'admettre. Car reconnaître qu'on n'est plus au sommet, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est la première étape vers une véritable transformation. Mais au lieu de regarder le monde tel qu'il devient, Washington continue de parler comme si rien n'avait changé. Comme si les vieilles recettes allaient encore fonctionner. Comme si un discours bien rodé suffisait à masquer l'absence de stratégie. Et pourtant, les signaux sont clairs. L'ordre mondial ne tourne plus autour d'un seul pôle. Le pouvoir se fragmente, l'influence se déplace, le respect ne s'impose plus, il se mérite. Et dans cette nouvelle ère, l'Amérique paie le prix de son hubris, d'avoir cru trop longtemps que ses alliés resteraient éternellement fidèles, que ses industries seraient toujours indispensables, que ses valeurs suffiraient à bâtir des coalitions. Mais les cartes ont changé. Le Canada le montre par son indépendance énergétique. L'Europe le confirme en construisant son propre écosystème technologique. Et demain, d'autres emboîteront le pas. L'Inde, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. Des régions qu'on appelait hier marchés émergents et qui aujourd'hui deviennent des centres de décision à part entière. Ce glissement, l'Amérique le ressent. Elle le combat parfois. Elle l'ignore souvent. Mais elle ne peut plus le stopper. Ce n'est plus un simple courant d'air. C'est une tempête silencieuse. Et au lieu de réagir, elle se replie. Elle polarise. Elle divise. Elle débat longtemps, bruyamment, sans avancer. Pendant ce temps, les autres bâtissent. Concrètement, solidement. La vérité, c'est que le monde ne s'arrête pas d'avancer parce que l'Amérique doute. Il se réorganise. Sans elle, si nécessaire. Et ça, c'est un choc culturel. Parce que pour une nation qui s'est construite sur l'idée qu'elle était le centre de l'univers, devenir une puissance parmi d'autres, c'est presque un traumatisme. Mais c'est aussi une opportunité. Car si les États-Unis parviennent à faire leur propre révolution interne, politique, industrielle, mentale, alors ils peuvent encore jouer un rôle clé. Pas comme maître du jeu, mais comme partenaire fiable. Et ça, c'est peut-être plus noble encore. Collaborer plutôt que dominer. Contribuer plutôt que contrôler. Mais pour cela, il faudra changer de logiciel. Accepter que le leadership ne se crie plus. Il se prouve qu'il ne repose plus sur les armes ou la monnaie, mais sur la capacité à innover, à respecter, à inspirer. Et c'est là que se joue la suite de l'histoire. Parce qu'au fond, ce que cette crise énergétique, industrielle et diplomatique révèle, c'est une mutation globale, une nouvelle ère où les alliances se font moins par nécessité que par choix, où la loyauté se gagne à force de constance, de fiabilité, d'écoute. Pas de promesses creuses. Alors oui, les États-Unis peuvent encore revenir dans la danse, mais il ne suffira pas d'un tweet présidentiel ou d'un sommet en grande pompe. Il faudra des actes, du sérieux, et surtout de l'humilité. Car le monde n'attend plus que l'Amérique prenne les devants. Il avance avec ou sans elle. Et vous, qui regardez cette vidéo, vous le voyez, vous le ressentez. Vous savez que ce moment est historique. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Commentez, partagez. Et surtout, restez connectés. Parce que ce qui arrive ensuite, c'est peut-être le vrai début du 21e siècle.
Investir dans des partenariats gagnant-gagnant, cela signifie écouter, comprendre et s'adapter aux besoins des autres. Cela signifie respecter les souverainetés, encourager les coopérations durables et accepter de ne plus être seul maître à bord. Car le monde ne veut plus de donneurs d'ordre, il veut des partenaires fiables. Et dans cette nouvelle équation, le charisme diplomatique, la constance stratégique et la cohérence politique comptent plus que jamais. Il est temps pour Washington d'abandonner les réflexes impériaux, les injonctions unilatérales et les stratégies court-termistes dictées par le cycle électoral. Il faut reconstruire sur du solide, avec une vision de long terme qui n'oscille pas tous les 4 ans entre isolationnisme et interventionnisme. Ce n'est qu'à cette condition que l'Amérique pourra regagner la confiance de ceux qui, aujourd'hui, regardent ailleurs. Car les faits sont là. Le leadership ne se décrète plus. Il se mérite. Et il se perd très vite. Une génération d'alliés est en train de se détourner lentement, mais sûrement. Pas par hostilité, mais par pragmatisme. Parce qu'ils ont compris que la stabilité, la prévisibilité et l'ambition collective valent bien plus que de grandes promesses, sans lendemain. Et ce réalignement, cette reconfiguration du pouvoir mondial, ce n'est pas une menace, c'est une réalité. C'est le reflet d'un monde plus mature, plus interconnecté, plus exigeant. Un monde qui ne veut plus d'un centre mais d'un réseau. Un monde où la puissance s'exprime dans la capacité à rassembler, pas à dominer. Alors oui, cela demande à l'Amérique un effort d'humilité. Cela exige qu'elle accepte de ne plus être l'unique phare du monde libre, mais un pilier parmi d'autres dans un édifice collectif. Cela demande de comprendre que la coopération ne signifie pas faiblesse, mais intelligence. Que partager le pouvoir, c'est l'assurer dans la durée. Et surtout, cela demande d'agir. Vite. Parce que pendant que Washington tergiverse, les autres construisent. Pendant que le Congrès débat, Bruxelles, Séoul, Tokyo et même New Delhi signent, produisent, livrent. Le monde n'attend plus. Il avance. La dernière chance pour les États-Unis, ce n'est pas de reconquérir leur place par la force, mais de la mériter par l'exemple, par une politique étrangère cohérente, par une stratégie industrielle réaliste, par un respect sincère des équilibres internationaux. Sinon, ce ne sera pas seulement une époque qui se termine, ce sera un cycle de domination qui s'achève, et l'histoire, on le sait, ne fait pas de pause. Elle continue, avec ou sans vous. Alors, la question n'est plus « l'Amérique va-t-elle garder sa place de leader ?» mais « quelle place l'Amérique est-elle prête à accepter dans un monde où elle n'est plus seule à décider ?» Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle ère ? Le déclin est-il inévitable ou la réinvention est-elle encore possible? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, partagez cette analyse et restez avec nous pour la suite de ce grand basculement mondial. Parce qu'ici, on ne fait pas que commenter l'actualité, on la décrypte, sans filtre, sans complaisance, et surtout, on la replace dans son vrai contexte. Car chaque événement, chaque décision politique, chaque mouvement industriel n'est jamais isolé. Ils font partie d'un puzzle global. Et ce puzzle, il est en train de changer de forme sous nos yeux. La seule façon de ne pas rester sur la touche, c'est de comprendre ces dynamiques, de les anticiper et parfois de les défier. Alors, si vous en avez assez des analyses superficielles et des plateaux télé qui tournent en boucle sur les mêmes éléments de langage, vous êtes au bon endroit. Ici, on creuse, on questionne et surtout, on vous donne les clés pour penser par vous-même. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez une communauté qui ne se contente pas de suivre l'info, mais qui cherche à la comprendre. Parce que ce monde ne pardonne pas l'ignorance, mais il récompense la lucidité. Alors non, le monde ne s'écroule pas. Il change, il se rééquilibre. Et ce rééquilibrage, aussi brutal soit-il pour les anciennes puissances, est peut-être une chance pour sortir des dépendances toxiques, une chance pour renouveler les alliances sur des bases saines, mutuellement bénéfiques, une chance pour que chaque région du monde ne soit plus spectatrice,
mais actrice à part entière. Les États-Unis peuvent encore faire partie de cette transformation. Mais pour cela, ils doivent écouter le message que leur envoient leurs anciens partenaires. Ce n'est pas contre vous, c'est sans vous, si vous ne changez pas. Car ce n'est pas la chute qui est dangereuse, c'est le refus d'atterrir. Et si l'Amérique accepte enfin de poser les pieds dans la réalité, alors elle pourra reconstruire un leadership plus légitime, plus humain, plus durable. Sinon, elle continuera d'assister, impuissante, au spectacle du monde qui tourne, sans elle. Et vous qui avez suivi cette analyse jusqu'au bout, vous avez compris que ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une crise énergétique ou industrielle. C'est le début d'une nouvelle époque, une époque plus complexe mais aussi plus riche où chaque choix compte. Si vous voulez continuer à comprendre ce monde en mouvement, sans langue de bois, sans storytelling préfabriqué, alors abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche, parce qu'on ne va pas juste vous raconter l'actu, on va vous l'expliquer, vous éclairer, et parfois même vous secouer.